Ben, je suis donc né le 28 août 1941, donc pendant la guerre. Je suis né tout près d'ici, puisque je suis né à la maternité, mais mes parents, ma mère, puisque je suis arrivé au monde, mon père était mort depuis 2 mois. Il est mort le 28 juin 41, et moi je suis né le 28 août, 2 mois après. Donc, c'était l'occupation. Et il y avait, près de la place du Marchis, il y avait ce qu'on appelait la Providence, qui a été bombardée, qui était un hospice, et où étaient les soldats allemands qui étaient ici à l'époque, en, en occupation. Et comme il y avait le couvre-feu, eh ben, j'ai eu la bonne idée de vouloir venir au monde à 10 heures du soir ou 11 heures du soir. Et ma sœur, j'ai une sœur qui a 16 ans et demi de plus que moi, a été obligée d'aller faire appel à, à quelqu'un pour emmener ma mère à la maternité qui était à l'autre côté de Fougères. Et comme ils ne pouvaient pas circuler librement, elle avait été chercher le, le meunier qui était à l'époque auprès du château. Il y avait un meunier où il y a les cascades là, du château. Il y avait un meunier. Et c'est lui qui a emmené ma mère à la maternité dans son véhicule. Mais on ne pouvait pas circuler comme ça. Il fallait des messieurs de la gendarmerie allemande qui sont donc venus escorter la voiture jusqu'à la maternité. Donc dès le début de ma naissance, j'ai une anecdote puisque j'ai été emmené par nos chers amis allemands de l'époque à la maternité. Enfin, je suis arrivé à la maternité donc le 28 août 41. Et toute ma jeunesse s'est déroulée dans le quartier de Saint-Sulpice jusqu'à l'âge de 14 ans, où malheureusement, à la suite d'un incendie, j'ai perdu ma mère aussi dans le quartier, puisqu'il y avait une usine de chaussures qui était près de l'église de Saint-Sulpice, où ma maman travaillait, et où elle a été la victime de cet incendie, et donc ça tombait pile le jour elle est enterrée pile le jour de mes 14 ans. Donc, je me suis retrouvé orphelin à cette époque-là. J'aimerais que vous nous décriviez un peu le quartier de Saint-Sulpice pendant votre enfance. Ça n'avait rien à voir avec le quartier de Saint-Sulpice. Ah ben, bien sûr que non. Non, c'était le quartier. L'école était auprès du château, l'école Notre-Dame-des-Marais, était près du château à l'époque. Donc tout se déroulait pour moi dans ce coin-là. Et puisque de l'école Notre-Dame-des-Marais, de mon école à la maison de ma mère, il y avait 500 mètres. Hein. Donc on était toujours là. Et nous étions assez nombreux au niveau garçons et filles dans le coin. Il y avait une jeunesse qui était assez costaud. On passait pour des durs d'ailleurs dans Fougères. C'était ceux de Saint-Sulpice, c'était des durs. Il y avait deux clans. Il y avait ceux qui étaient du côté élevé par des familles catholiques et qui étaient plutôt les Chouans. Et puis il y avait les autres qui étaient par ici, où j'habite maintenant, qui étaient plutôt la rue de Rillet, là et tout, où je suis venu, et qui étaient plutôt dans une école publique qui était l'école La Rouge 2, et qu'on disait vulgairement les culs rouges. Alors c'était un peu les bagarres entre les deux clans des deux écoles. Et puis, c'était comme ça. Et comme j'étais tout seul, ma mère m'avait mis, je ne sais pas qui avait fait la première démarche ou quoi, il y avait une troupe de scouts à l'époque et de louveteaux à l'époque sur le quartier qui s'appelait la troupe Maréchal Leclerc. Et je me suis retrouvé louveteau des tout jeunes. C'était la garderie du moment. Hein. Je me suis retrouvé louveteau puisque me rappelle,
ma première sortie, et le scoutisme était costaud à l'époque dans le coin, j'avais 7-8 ans quand on s'est retrouvé en forêt au mois de février avec de la neige, à se débrouiller tout seul, à faire notre feu et tout. C'était une autre vie que celle de maintenant, mais une vie qui était très agréable quand même, quoi, hein. Vous habitiez où précisément? Place du Marchis, vraiment place du Marchis, où est aujourd'hui ma sœur. C'était la maison de mes parents, qui avait été, mon père, j'ai pas connu, donc je vous l'ai dit, euh, avait tenu une petite usine de chaussures. Il s'était mis à son compte. Il avait été, comme beaucoup à l'époque, après avoir été ouvrier dans des grandes entreprises de fougères, il s'était mis à son compte et associé à un autre, et ils avaient monté leur petite boîte. À cette époque-là, le quartier Saint-Sulpice, c'était quel type de population? Très ouvrière, très ouvrière. Il n'y avait pas du tout de bourgeois dans le coin, hein. On était tous des enfants de, de- de- ou commerçants ou ouvriers, mais il n'y avait pas le niveau était assez socialement assez bas, quoi, hein. Et alors les gens allaient travailler où? Alors, à l'autre côté de Fougères, bien souvent, puisque la plupart des usines se trouvaient dans le quartier nouveau qui était neuf pour Fougères, qui était Bon-Abri, voire Saint-Léonard. Mais il fallait faire de la marche, hein, pour aller, parce qu'à l'époque, les voitures étaient rares, hein. On n'avait pas de voiture, hein. C'était le vélo ou la marche à pied, hein. Donc vous vous souvenez des allées et venues comme Oh ça? oui, parce que après que je me suis retrouvé tout seul, donc avec ma sœur qui a continué à me garder jusqu'à temps que je parte soldat, j'allais, c'est là que j'ai commencé à travailler à l'entreprise Réau, et qui était à l'autre extrémité, et c'était matin, midi et soir, vélo, et revenir le midi, et repartir, finir à 11h30 pour repartir à 1h30, et à faire tout ça en vélo, hein. Il y avait de la route. Au moment du décès de votre maman, vous étiez encore à l'école? Oui, 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 oui. Et j'étais scout à l'époque, et le plus gros, pas le plus beau, parce que c'était pas un beau, mais souvenir le plus marquant que j'ai du décès de ma mère, à part les moments tragiques de l'incendie, c'est effectivement les obsèques avec tous les scouts autour de moi dans l'église, et c'était une image qui m'a toujours marqué. Vous savez s'il reste des images photographiques? Non, non. Non, à l'époque, on faisait pas beaucoup de photos, hein. Donc, après le décès de votre maman, vous avez été pris en charge par votre sœur, Ouais. et vous avez continué à aller à l'école ou vous êtes arrêté? J'ai continué d'aller à l'école pendant 1 an, en gros, hein, jusqu'à mes 15 ans, quoi. Et euh, la façon dont ma mère est partie, ça avait fait beaucoup de bruit dans la ville, forcément. Et l'entreprise Réau, le patron, le maire, était maire de Fougères à l'époque. Et mon beau-frère, déjà, travaillait dans cette entreprise. Donc, le maire de l'époque avait dit à mon beau-frère, si ton petit beau-frère veut rentrer au travail, nous, on le prend tout de suite. C'est comme ça que je suis rentré chez Réau immédiatement, à l'âge de 15 ans. Alors, le Réau en question, qui était directeur des établissements Réau et en même temps maire de Fougères, Hein. est-ce que vous pouvez un peu nous décrire quel type de personne c'était? Oh, je peux même vous le faire voir en photo, hein, je l'ai en photo. C'est un monsieur qui imposait, parce que il était grand, et c'était une pointure, quoi, comme on disait à l'époque. Et vous en fait, vous n'aviez pas de contact direct avec... Ah non, sauf que la famille Réau était impliquée pas mal dans le scoutisme
aussi. Ils étaient tous chefs les filles étaient cheftaines de louveteaux et tout ça. C'est comme ça que je les connaissais. Donc ça a facilité mon entrée à l'entreprise Réau. Parce que mes cheftaines étaient des filles Réau en plus. Alors, comme je vous dis, ça avait fait parler beaucoup le décès. Donc, il vient travailler chez nous s'il veut, quoi. Et puis, c'est comme ça que je suis rentré assez facilement chez Réau, quoi. Alors vous avez commencé à travailler à quelle époque de l'année? Au mois de juin, un an après le décès de ma mère, quoi. Alors est-ce que vous vous souvenez de ce premier jour de travail? Oui, 6 juin 56. Et il y avait 80 ouvriers à l'entreprise. Ah, je me rappelle comme si c'était hier, hein. C'est sûr. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Oh ben, j'étais comme petit arpète, comme on disait à l'époque, mais je me rappelle du premier poste qu'on m'avait donné dans l'entreprise, avec un contremaître qui me faisait à moitié peur, et qui était tout petit, mais qui s'appelait Géant. C'était Monsieur Géant. Et j'en avais une trouille, mais aussitôt, le travail qu'il m'avait donné, je m'étais bien débrouillé, si bien que j'étais rentré là pour désengorger un poste de travail qui était complètement envahi. Et en peu de temps, moi, j'avais tout liquidé et tout, c'était impeccable. Alors donc, j'avais des bons points dès le début, quoi, avec eux, quoi. Alors, qu'est-ce que c'était comme poste, précisément? Ah ben, il faut s'y connaître dans la chaussure pour savoir, hein. Le premier poste, c'était verrer les premières. Alors, c'est-à-dire que dans une chaussure, vous avez une première. La première, c'est ce qu'il y a sous la forme. Quand on commence la chaussure, c'est la base de la chaussure, c'est une première. Et c'est fait de 2 parties. Il y a la forme exactement du pied, plus une talonnette. Une talonnette, c'était un carton beaucoup plus épais qui était à l'arrière, qui supporte le talon de la chaussure. Et ça fait 2 épaisseurs. Et pour que la chaussure commence à bien se monter, il fallait que cette talonnette soit en pente tout autour, et non pas brute, 2 morceaux collés l'un contre l'autre. Il fallait les verrer, de façon à ce que ce soit impeccable. Et c'est ça mon premier boulot, c'était de verrer les arrières des premières, là, avant que les premières soient mises sous les chaussures. Donc ça se faisait à une machine? Voilà, c'était des machines à verrer, quoi. C'était des papiers de verre, quoi, qui tournaient assez vite et puis qui enlevaient le surplus de matière qu'il y avait. Quand vous êtes rentré chez Réau, les ateliers se trouvaient où, en fait? C'était dans quelle partie C'est les Boulevardières. C'est la Boulevardière. Moi, quand je suis rentré, il n'y avait que la vieille usine. On disait la vieille et la nouvelle après, mais il n'y avait que la partie ancienne de la première usine. C'était vraiment la toute petite usine à l'époque, quoi. Et alors ensuite, cette usine, elle est devenue une des plus importantes, en fait. Oui, donc après, il y a eu la première construction dans l'alignement de ce premier atelier. Il y a eu la nouvelle aile qui a été faite, qui était au bout de celle-là, et qui a été déjà l'agrandissement puisque on avait une progression qui était importante, et, donc il fallait absolument s'agrandir, quoi. Vous, quand vous êtes rentré, il y avait 80 personnes qui travaillaient. Ouais. Alors, quelle était l'ambiance à ce moment-là? C'était l'ambiance d'atelier, un gros atelier, parce que 80, ça faisait déjà du monde, mais tout le monde était dans la même partie. Hein, il y avait un étage quand même, mais c'est tout. Mais l'ambiance était bonne, hein, puis tout le monde se connaissait, quoi. Et comment c'était réparti entre les hommes et les femmes? Il y avait plus d'hommes que de femmes. Dans la partie basse de l'entreprise, c'est-à-dire la partie montage, ce qu'on disait la montage et la finition de la chaussure, c'était beaucoup plus d'hommes. Et par contre, ce qui était le dessus de la chaussure, qu'on appelait la tige,
qui faisaient les dessus de chaussures, c'était beaucoup plus de femmes. C'était presque que des femmes. Par la suite, Réau a eu la réputation d'être une entreprise peut-être au niveau social ou au niveau management, comme on dit aujourd'hui, un peu peut-être en avance, ou je ne sais pas. Ouais. Comme quand vous êtes rentré, vous n'était pas le cas encore. Particulière. J'ai les contrats de l'époque, je les ai là. Il y a eu une expérience. On a toujours appelé ça l'expérience Réau. On nous appelait d'ailleurs au moment des conflits après les LIP de la chaussure, puisqu'on était quand même à part. Quand même, il y avait un système qui avait été fait qui faisait que les ouvriers étaient intéressés aux résultats. On avait une prime qui était basée sur le résultat tous les trimestres. Et forcément, et on était les seuls. On était les seuls sur le plan local, on était les seuls partout, en France. C'était une nouvelle façon de mettre les ouvriers dans le coup avant, quoi. C'est-à-dire que, moi, je me rappelle de trucs incroyables, c'est-à-dire, il y avait en gros, le système, c'était, on fait une prévision de ce qu'on va avoir besoin pour faire tant de paires, hein, de matériel, de pousserie, de tous les ingrédients qu'il fallait pour faire la chaussure. Et puis à la fin du trimestre, on refait un inventaire de tout ce qui a été utilisé. Et donc il y avait un bénéfice ou une perte par rapport à ces prévisions. Et la prime était faite donc sur le résultat financier de ce qu'il y avait comme résultat, quoi. Mais ça devenait, à un moment donné, ça a été très important. À un moment donné, ça a été pratiquement un salaire, un mois supplémentaire tous les trimestres, quoi. Ah ouais, dans les meilleurs, ça a été ça. Alors, ce qui faisait que c'était bien pour les gens à l'intérieur, mais ça excitait un peu les jalousies vis-à-vis de gens qui gagnaient presque autant que nous dans d'autres entreprises, mais avec d'autres systèmes. Et comme nous, c'était un paquet qui arrivait à un moment donné, un paquet, entre parenthèses, qui arrivait à un moment donné, c'était réinjecté immédiatement dans le commerce local, parce que c'était l'habitude de tout le monde. Le jour où on avait notre prime, on le réinvestissait dans autre chose. Ça nous servait ou du crédit de la voiture, ou acheter un frigo, ou acheter une machine à laver. Donc les commerçants de fougères étaient heureux de voir la prime de Réau, quoi. Ils disaient, oh, ça y est, c'est la prime, ça va être bon demain, quoi. Comme je vous avais dit dès le départ que j'étais un petit peu pas privilégié par rapport aux événements un peu dans cette entreprise, on m'a poussé un petit peu. C'est-à-dire que là, j'ai toujours été, au niveau de la direction, un coup de pouce pour prendre des postes supplémentaires et tout. Donc je me suis retrouvé très vite à quitter mon premier poste, qui était un poste de manœuvre, entre parenthèses, mais je me suis retrouvé tout de suite avec, à l'âge de 18 ans, j'avais une douzaine d'ouvrières sous mes ordres. J'étais responsable d'un petit service qui était le recouvrage des talons. C'est-à-dire que les talons de Louis XV des chaussures de femmes, il fallait les recouvrir de pousserie. Et il y avait donc des ouvrières qui étaient occupées qu'à faire ça. Il fallait préparer le travail, le prendre après et tout ça. Et donc j'ai eu la responsabilité de ça rapidement. Et si bien que ça m'a déjà fait évoluer au niveau de l'entreprise. Et puis au bout d'un moment, j'ai été mis à même d'aller au service de la création, ce qu'on appelait le patronage, où on dessinait les modèles de chaussures et où on faisait les patrons pour faire les godasses après, quoi. Et
tout de suite, je suis parti dans ce domaine et j'ai fait ma carrière réo dans ce domaine-là, dans le niveau de la création de la chaussure, quoi. Le, le volume de production ne cessait d'augmenter à Ah ben l'époque. oui, oui. Je l'ai vu. Et, alors, en parenthèse de tout ça, j'avais été, bon, comme j'étais un petit peu, bon, puis j'aimais bien bouger, on évoluait et évoluait sur tous les niveaux, même au niveau syndical et tout. Et on avait eu l'idée, je ne sais plus qui c'est qui l'a eu, de faire des délégués de jeunes, des moins de 18 ans. Donc, il fallait une élection. J'étais le premier délégué dans l'entreprise des jeunes de moins de 18 ans. Mais ça n'avait aucune valeur juridique, mais c'était les jeunes de l'entreprise, parce qu'on était nombreux, les jeunes de l'entreprise qui avaient voulu avoir un délégué pour les représenter près de la direction, et j'ai été tout de suite le délégué. Donc ce qui fait que j'ai été lié tout de suite en contact par le travail, mais aussi par ces biais-là avec la direction et tout. Ça a été le début de... Et puis aussitôt qu'il y avait quelque chose un peu spécial à faire, ben, on pensait à moi. Si vous voulez, je donne un autre exemple. On a été les premiers, sûrement les premiers, c'est sûr même, à mettre de la musique dans les ateliers. Il y avait de la musique Il fallait donc un disque jockey à l'époque, et j'ai été le premier disque jockey à l'époque de l'entreprise. C'est-à-dire que toutes les demi-heures, je mettais des disques qui passaient dans tous les trucs, ce qui m'a valu des trucs incroyables, parce que dès le début, c'était au moment de la sortie de Johnny Hallyday et tout ça. Alors, il y avait des jeunes qui amenaient des disques. Comme on avait un paquet de disques qui avait été fourni par celui qui avait installé la sono dans toute l'usine, c'était toujours les mêmes. Alors, ils avaient donné l'autorisation aux gens d'amener des disques. Alors, il y avait tous les goûts qui venaient. Alors, entre Johnny et puis la marche des légionnaires, il y avait les deux. Alors, ça plaisait à certains, ça plaisait pas à d'autres. Et puis, c'était trop fort d'un coin. C'était pas assez fort dans l'autre. Ah, ça m'a valu des trucs super. J'ai toujours les premiers disques. Je les ai gardés, les disques. Je les ai, les premiers disques. Alors, du coup, vous parliez un peu de votre responsabilité de délégué. Euh, C'était au sein d'un... C'était les premiers, les tout jeunes délégués, là. Hein. D'accord. Mais du coup, c'était au sein... ça s'inscrivait au sein d'un mouvement syndical ou... À moitié au départ. Hein. Oui et non. Oui et non, parce que faut savoir que il y avait un syndicat qui était fort à l'entreprise, qui était au départ de l'expérience salariale. C'était la CFTC à l'époque. Et après, il y a eu le mouvement syndical qui a fait que c'est devenu CFDT et tout. Et là, ça a pris de l'ampleur et ça a été autre chose. Et quand j'ai eu l'âge de devenir un délégué normal, élu par tout le monde, j'ai été délégué aussitôt, quoi. Et après, bon, comme j'étais rentré dans la maîtrise, j'ai été élu délégué de la maîtrise. Et j'ai fait toute ma carrière comme délégué de la maîtrise. D'accord. J'essaye de bien comprendre ce qui pouvait différencier en fait Réo par exemple, de JD Martin. On les compare toujours parce que c'était les deux grosses boîtes. Comment vous voyez ça, vous, comme la différence de ces deux entreprises? Ben, je l'ai vu et je l'ai vécu. Si vous voulez, on revient toujours au côté social un peu de l'entreprise, qui était un peu, beaucoup plus solidaires les uns des autres, du fait du système de rétribution, d'une part, mais aussi par la volonté de la direction, il faut le dire. Hein, la direction voulait qu'il y ait quelque chose de différent par rapport à, comme vous dites, à Martin. Il y avait, et dans toutes les responsabilités que j'ai eues dans cette entreprise, on a créé un comité des fêtes. J'ai été
aussitôt le responsable de ce comité des fêtes. Parce que on avait trouvé, comme l'entreprise grossissait tout le temps, au niveau nombre de salariés, mais aussi au niveau bâtiment, il y avait l'occasion de faire des inaugurations et de faire des fêtes. J'ai pratiquement organisé une fête tous les ans. Tous les ans, pendant les temps de l'entreprise, il y a eu une fête qui était faite pour les ouvriers avec ou banquet, ou vin d'honneur, ou spectacle et tout. Il y a toujours eu des trucs. Et ça, on était les seuls à faire ça. Il y avait des traditions à l'époque, comme les Catherinettes et tout ça. C'était l'occasion d'organiser une fête. Il y avait beaucoup, on organisait. Et j'ai organisé toutes les fêtes de l'entreprise Réau. Donc, ce qui faisait que on était vraiment vus d'une façon différente. Ça ne se faisait pas ailleurs, quoi. Si on a un peu du mal aujourd'hui avec le monde des entreprises tel qu'il est devenu, on a un peu du mal à imaginer. Moi, quand je vous entends parler comme ça, j'ai l'impression que les gens ils étaient contents d'aller bosser et que ça se passait bien en fait. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que malheureusement, on n'est plus très nombreux de cette époque encore vivants. Mais tous les gens avec qui je discute, on regrette tous l'entreprise. Tout le monde regrette l'entreprise Réau. Même si on a eu d'autres évolutions de travail après, on revient toujours. Moi, je sais que j'ai eu une expérience assez formidable après, mais je reviens toujours à ma première entreprise et à mon truc. Et tous les gens avec qui je parle, ceux qui restent, on revient toujours. Il y avait un esprit familial qu'on ne retrouvait pas, sans doute. Je n'ai pas été voir, hein, mais il y avait quelque chose de plus, quoi. Il y avait. Est-ce que c'est le côté cette prime? Je crois que sans parité, cette histoire de prime, elle avait soudé les gens les uns contre les autres, quoi. Parce que quand c'était bon, tout le monde disait c'est grâce à nous. C'était mauvais. J'ai des anecdotes. Quand je vous racontais le système où c'était fait, des gens ramassaient des semences. Les semences, c'était des petites pointes pour les semences par terre pour pas en perdre, parce que ça faisait partie du bénéfice. Ça, c'est quelque chose qui était typique à l'entreprise, quoi. Et puis on a été en avance sur beaucoup de choses. Les chaînes où les chaussures passaient toutes seules et tout, on a été les premiers à avoir ça. On a été les premiers à ce qu'on appelait la mécanographie à l'époque, ce qui était l'ancêtre d'aujourd'hui de nos ordinateurs. On a été les premiers à avoir un système avec les cartes. Vous vous rappelez les cartes comme on perforait. On a été les premiers et tout. Et l'entreprise Réau avait lancé la perche pour que d'autres entrepreneurs de fougères se mettent avec eux. Et malheureusement, ça n'a pas accroché. Parce que si nous, on était un petit peu jalousés, c'était vrai au niveau des directions aussi. Hein. On voyait mal l'entreprise Réau. Elle n'était pas toujours bien, même au niveau des patronales, elle n'était pas toujours bien considérée. Hein. Au fil de votre carrière, vous avez vraiment, j'allais dire, attrapé ou accompagné les 30 Glorieuses. Oui. Une période qui était quand même très particulière. Les 20. Parce que j'ai commencé en 56, j'ai fini en 76. Et j'ai vu l'entreprise de 80 ouvriers monter à 1200. Pour vous dire que c'était un peu spécial quand même, un petit peu par moment. Comme j'étais responsable des fêtes et de tout, on a atteint une fois, en 20 ans, j'ai vu une fois les 7000 paires dans la journée. Et Jean Réau, l'un des frères, un des patrons, m'a pris ce jour-là, m'a dit, parce qu'il y avait un comptage qui était fait journalier de la production, et il dit, tu vas chercher du champagne, il y a le champagne ce soir pour toute la maîtrise.
parce qu'on atteignait les 7000 paires. À qui vous vendiez Réau, en fait, le produit Réau avait évidemment une clientèle Ouais. spécifique. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ça un peu? Alors, il y avait le réseau classique avec des représentants qui étaient donc sur toute la France. Et il y avait une chaîne qui avait été montée par l'entreprise Réau, en partie, qui s'appelait France Arnaud, qui étaient des magasins où l'entreprise avait des parts importantes dans les magasins. Ça a été un bien et un mal, parce que plus on se développait, plus les magasins France Arnaud prenaient aussi de la force, et ils faisaient concurrence à la clientèle classique, quoi. Au niveau commercial, c'était difficile à gérer, quoi. Comment on passe comme ça de 80 à 1200 employés? Faut pousser les murs, Ben, on a poussé les murs, nous, hein, puisque quand je suis parti soldat, moi, en mai 61, il n'y avait que le boulevard Thiers et la nouvelle aile du boulevard Thiers qui existait. Et quand je suis revenu, eh ben, l'autre partie, ce qu'on appelle aujourd'hui les ateliers, où sont les ateliers, c'est là que commençait la deuxième usine, quoi, hein, qui a été la plus importante au niveau surface, qui était le H de Hippolyte, qui n'a jamais été fini, puisqu'il y a une partie, la dernière branche, la dernière patte du H n'a jamais été faite. Si je vous écoute, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas, finalement, il n'y avait pas de tension entre le personnel et la direction de l'entreprise. Oh, si, il y avait des petits conflits, mais c'était pas des conflits tant que ça a été dans l'ascension, la boîte a été dans l'ascension, ça a été bon, hein, et puis que les résultats étaient bons, il y avait pas beaucoup de gros conflits. Les conflits importants ont commencé à venir quand les bénéfices devenaient de plus en plus rares ou difficiles, et donc là, les salaires étant un peu moins bien, ben, c'est là que des conflits se sont greffés. Et en plus, il y a eu une bonne partie sur ces 20 ans où il y avait un mono-syndicat, si on veut. Il y avait que la CFDT qui était dans l'entreprise, à part quelques éléments individuellement qui étaient, mais les autres syndicats n'étaient pas représentés. Un autre syndicat est rentré. Bon, ça a été déjà une bagarre interne au niveau syndical après, quoi, hein, en plus, quoi. Alors, à partir de quand vous avez commencé à sentir des difficultés qui s'installaient? Ça a commencé dans les années, quand la chaussure a commencé, mais pas que chez Réau, hein, à plonger un peu. Il y avait nos voisins du Choletais qui s'en sortaient plutôt bien. Nous, on n'a pas pris de virage. On est resté dans le style de ce qu'on savait faire, c'est-à-dire le Louis XV. À l'époque, ça s'appelait le Louis XV, des talons de femmes aiguilles et tout. Et puis, à un moment donné, la mode a fait que ça chutait. Ça a été de plus en plus difficile. Et on n'a pas su prendre le virage pour aller vers une autre production. Alors, ensuite, il y a eu l'épisode des marchés russes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Ouais. un peu dans quel contexte ça intervient? Alors, ça a été bien et pas bien, parce que au départ, c'était des petites quantités. Et, et alors, le premier pépin, pas pépin, mais le premier truc qu'il y a eu avec les marchés russes, ça a été que, ça, on va loin là, parce qu'on va jusqu'à la politique, hein. Mais l'Union soviétique à l'époque consacrait une partie de son budget à acheter à l'étranger différents produits. Et notamment, c'est comme ça qu'ils sont arrivés à acheter des chaussures en France. Et alors donc, il y avait des petites quantités. C'était dérisoire, c'était des 20 000 ou 30 000 ou 50 000 chaussures.
Et à un moment donné, il y a eu une année où l'Union soviétique a eu des problèmes au niveau production de céréales, de blé. Et ils ont mis toute leur économie, toute leur dividende pour acheter à l'extérieur vers les États-Unis pour acheter du blé. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien eu pour les autres productions, comme les chaussures. Et si bien que nous, on s'est retrouvés, la dernière année où l'entreprise Réau a fabriqué pour les soviétiques, c'était 400 000 chaussures, et d'un seul coup, plus rien. Mais quand on a fabriqué pour les Russes, eh ben, on ne fabriquait pas pour les autres non plus. Hein. Et quand il a fallu se retourner pour reprendre les marchés français, eh bien, hein, d'autres avaient pris la place, ce qui était normal et tout. Et on a perdu une clientèle. Il y a eu un côté commercial qui a été mal géré aussi de ce côté-là. Hein. Alors, ça, c'était en quelle année? Dans les années 70. 70. Alors, Il y a eu 10 ans, 10 ans l'entreprise a monté et 10 ans où elle est descendue, plus ou moins vite. donc quand vous dites, ça serait la décennie 60, 71, 72, ça a commencé à déconner, quoi. D'accord. Alors, avant d'aller un peu vers la fin, diriger vers la fin de l'entreprise, j'aimerais qu'on revienne sur cet épisode particulier qui est 1968. Comment est-ce que vous, au sein de l'entreprise, vous avez vécu cet épisode? Ah ben, on était les fers de lance. Alors, même sur le plan local, on n'avait pas de raison plus interne à vouloir faire le cirque ou le bordel, comme vous voulez, mais à vouloir débrayer. Et je vais vous donner une anecdote, et je vous jure qu'elle est vraie. Comme j'étais délégué de la maîtrise, en 68, quand ça a commencé à barder, et qu'il a commencé à avoir des manifestations dans la ville, Jean Réau me croise l'un des deux frères, me croise dans les couloirs de l'entreprise, et me dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Alors, vous y allez ou quoi? C'est lui qui me demandait, au délégué de la maîtrise, de faire sortir tout le monde, de faire sortir la maîtrise et d'aller foutre un peu, d'aller défiler, quoi. Alors, Et ce qu'on a fait, d'ailleurs. qu'est-ce qui se passait, lui, dans sa tête de chef d'entreprise pour... Ah ben, je sais pas, j'étais pas dans sa tête, moi. Mais c'est sûr que il est un petit peu révolutionnaire. Hein. C'était pas du tout les mêmes caractères entre les deux frères, parce que le père était déjà à côté, il avait laissé la bride à ses deux fils, et entre Paul et Jean, c'était pas du tout le même style de voir les choses. Hein. Hein, et Jean Réau était très, très, très révolutionnaire, quoi, si on veut dire le mot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Fougères en mai 68? On a fait comme tout le monde, hein. On a défilé et puis on a balancé des cailloux et des boulons et puis on s'est frotté au CRS comme tout le monde, quoi. Le gros des revendications ou le mouvement, en fait, il portait... Oh bah c'était le nouveau mouvement national. Hein. Il n'était pas typiquement sur le plan local. Hein. Il était, mais là encore, on était l'une des seules entreprises qui manifestaient à 100%, quoi. Hein. Les autres entreprises, il y en avait à débrouiller un peu, mais c'était pas comme chez Réau. Chez Réau, tout le monde se foutait. C'est pour ça qu'on passait pour de tout, quoi. Dans le cadre des manifestations, on va dire un peu dans la rue, quoi, les rapports entre les gens, vous les avez sentis un peu bouger, ça bougeait, ça... C'est loin maintenant, hein, mais c'est vrai que... Mais bon, l'entreprise Réau était toujours en avant du cortège, et il y avait toujours... bon, comme on était unis, et syndicalement et tout, donc on n'avait pas de mal à nous faire aller au-devant mais bon. Bon, il y a quand même un moment où vous avez repris le boulot. Ah ben oui, oui, oui.
Avec, on va dire, avec le sentiment d'avoir gagné quelque chose ou... Non, non, non. Non, non, non. Mais faut se remettre dans l'époque, hein. C'était plutôt une contestation contre les pouvoirs publics, contre tout ce qui était. Alors, nous, on était mal borés, puisque on avait un patron qui avait été le maire, et puis, bon, et on allait attaquer la mairie, hein, donc, bon, c'était plus lui, et puis c'était plus le même bord, hein. Le maire de l'époque n'était pas très copain avec notre patron, hein, et donc, ça nous donnait plus du mordant qu'autre chose, mais c'était plus politique. Et puis on suivait les consignes de tout le monde, quoi, hein. Bon, donc par la suite, il y a un peu cette bascule du début des années 70 où... Ouais. alors, excusez-moi, au préalable, il y avait déjà... vous aviez déjà assisté à d'autres fermetures d'établissements Il y pour a la beau, chaussure? oui, des petites entreprises, des entreprises moins importantes, il y en a eu quelques-unes à fermer, hein, c'est sûr. Mais toujours avec la crise de la chaussure, hein. La mode qui... Fougères était restée vraiment sur la capitale du Louis XV. Et comme les femmes ne voulaient plus porter de talons hauts, ben, c'est vrai que ça descendait partout, quoi. Les ventes descendaient dans toutes les entreprises. Martin avait du mal aussi, hein, mais Martin avait l'avantage d'avoir la renommée d'une chaussure plus luxueuse que la nôtre. Et c'est vrai, il faisait de la chaussure qui était beaucoup plus raffinée, beaucoup plus travaillée que la boîte Réau. L'entreprise Réau, on faisait de la chaussure en série, mais ça n'avait pas au niveau, même si elle avait le même aspect, au niveau de la qualité, on était quand même un ton au-dessous, quoi, hein. Alors donc, vous, la fin, en fait, 76, le conflit interminable, vous l'avez vu venir? Ah ben oui, oui, oui. Je vous dis, ça a été 10 ans où ça descendait, ça descendait, ça descendait. On ne voulait pas y croire. Euh, j'ai une anecdote. Je l'ai vu venir et on n'y croyait pas. Parce que on avait été tellement, je sais pas, costaud, on se disait costaud, ça pouvait pas nous arriver, quoi. Quand j'ai construit, quand on a construit, ma femme et moi, notre maison à Landéan, puisqu'on était parti à Landéan, il fallait s'endetter, hein, à l'époque, prendre un crédit pour la construction. Paul Réau, l'un des deux patrons, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que je peux prendre des crédits? Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Et la caisse d'épargne à l'époque, qui était la grosse banque, à l'époque on disait la caisse d'épargne, quand on n'avait pas de livret de caisse d'épargne, ça comptait pas bien. Et la caisse d'épargne, quand j'avais demandé un crédit, je les avais sentis déjà un petit peu. Ça, c'était en 74, donc 2 ans avant la fermeture. Et je demande à Paul Réau, j'ai dit, bon, est-ce que j'ai un risque à m'endetter? Non, 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 il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et puis, total, là, ben, il y en avait déjà qui commençaient, quoi, hein. Et c'était 2 ans avant 76. Donc, on n'y croyait pas. Il restait combien de personnes dans l'établissement? À la fermeture, oh, la moitié, hein, on était 600, 700, par là. Alors, comment ça démarre cette affaire-là? La, Ouais, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a un dépôt de bilan, il y a qu'est-ce qui met le feu aux poudres en fait, je dirais. alors, on avait un groupe américain qui s'appelait la Genesco, qui était venu 4-5 ans avant et qui avait amené des capitaux et qui voulait reprendre la boîte en partie et tout. Déjà à cette époque-là, on avait dit c'est bizarre ça, hein. Et qui avait fait un don costaud à l'époque au comité d'entreprise. Ils avaient donné un paquet de fric pour s'installer dans la boîte. Et j'étais trésorier du comité d'entreprise
Alors je vous dirai pas la somme parce que c'est un peu secret, mais c'était très important. Et c'était quand même pas déjà un bon signe. C'était un bon signe qu'ils veulent venir, mais qu'il y ait des acheteurs étrangers qui voulaient venir reprendre la boîte comme ça, c'était. Puis ça commençait à diminuer à tous les niveaux, quoi. Au niveau production, au niveau euh, vente, tout, on voyait bien que ça commençait à diminuer, puis il n'y avait plus de primes, là, hein. C'était fini, hein, les primes. Euh, alors, la décision de l'occupation de l'établissement intervient comment? Ben, quand on a été devant le mur, hein, ça a été les ouvriers, hein, ça a été le syndicat, et les ouvriers qui ont décidé d'occuper. Et bon, ben, on a tous été partie prenante pour occuper, puisque moi j'ai été, comme j'étais délégué de la maîtrise à l'époque, j'étais un peu dans le coup aussi, donc on a essayé de retrouver des, des- d'autres débouchés, mais qui n'avaient rien à voir avec la chaussure, d'autres fabrications pour essayer de sauver le maximum d'emplois, quoi. Je me souviens avoir été dans des salons à Paris avec d'autres représentants de la maîtrise pour essayer de trouver des débouchés. On avait été chez la Fuma, les tantes, la Fuma et tout ça, là. Ça n'a rien donné, quoi. Il y avait des promesses et puis on était vraiment tombé d'un seul coup. Il y avait même une boîte de ça c'est l'anecdote, mais une boîte de ceinture qui avait voulu reprendre une partie aussi de l'ouvrier et qu'on n'a pas voulu. Et après, moi j'ai été dans les ceintures après. Alors vous voyez, ça a été tout à fait. Mais d'un seul coup, mais bon, on n'y croyait pas. On n'y croyait pas. On a occupé parce qu'on croyait toujours qu'on allait avoir une solution et qu'on allait y arriver. Mais bon, j'étais au tribunal au tribunal à Rennes le jour où la décision a été prise de nous liquider carrément. Je peux vous dire que j'ai pleuré, hein. Et j'avais deux contremaîtres de l'entreprise avec moi, hein, là-bas. Et on est sortis en chialant. Et puis, parce que j'avais ma femme et moi, et on venait de rentrer dans notre maison à Landéan avec un crédit sur le dos, et on était tous les deux dans l'entreprise, hein. Quand on dit occupation de l'établissement, ça signifie quoi en fait? Ça signifie Ah qu'il y a ben des c'était gens. jour et nuit, hein. C'était jour et nuit, hein. J'ai jamais j'avais moi joué beaucoup aux cartes pendant l'armée, et ben là je m'y suis remis, hein. On a fait des parties de tarot et des concours de palais dans l'entreprise. Ah, c'était jour et nuit, hein. Euh, comment est-ce que en fait les ouvriers, parce que là il y avait plus de salaire, Ah, il n'y a plus de salaire, hein. donc du coup, Alors, il n'y avait plus de salaire. On avait fait un fonds de garantie quand même, suite à la comment à la à la Genesco là que je vous avais dit qui avait amené le comité d'entreprise avait décidé de verser des indemnités aux gens. Alors au début c'était tout le monde, après ça a été que ceux qui occupaient. Ah ben, c'était mélangé avec les idées syndicales là, à l'époque. donc ça signifie il restait combien de personnes réellement en occupation? Oh, on était quoi 150. Ouais, ouais, occupé, c'était tout. Et alors ça dure combien de temps? Oh, ça a été jusqu'en juillet. euh, Moi, j'ai arrêté en juillet, moi. Juillet 76. L'entreprise a été déclarée arrêtée en février. En février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ça a duré presque 6 mois, quoi. D'accord. Et alors, voilà, le petit lip là, d'où ça vient cette histoire-là? Ben, c'était juste après les LIP Besançon, les LIP qui ont fait parler tant d'eux, quoi. Et je sais pas, c'est les syndicats ou
ou des journalistes qui avaient appelé ça les lippes de la chaussure. C'est comme ça qu'on a été baptisé, mais on n'avait aucun rapport avec lippes. Parce que moi, on m'a dit qu'il y avait peut-être eu des gens de Lille qui étaient venus. Oui, on avait eu des montes. Je me rappelle, on a eu des montes parce que des gens de l'IP étaient venus, effectivement, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait un conflit qui s'apparentait un peu au leur, mais c'est tout, ça n'a pas été plus loin. Et alors, est-ce que vous savez aussi, si c'est aussi quelque chose qu'on nous a dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y aurait eu des ventes de chaussures, alors je ne sais pas si c'était en ville ou sur la nationale, ça vous dit quelque chose, ça? Les ventes de chaussures, il y a peut-être eu quelques ventes comme ça, mais ça n'a pas été loin, ça. Non, non, non. Bon, donc vous, en fait, il y a un moment, vous retrouvez le bec dans l'eau, on va dire. Ouais, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? c'est la deuxième partie de ma vie, c'est vrai. Alors, moi et ma femme, parce que, comme je vous ai dit, ma femme était contre-maîtresse dans l'entreprise Réau. Donc, on se retrouve tous les deux sur le Corrou, à Landéan, on se retrouve tous les deux dans notre maison. Et puis, au mois de juillet, donc 76, un jour, un directeur de l'entreprise Réau vient avec envoyés par la chambre de commerce de Fougères, avec deux gars qui ne me connaissaient pas, absolument pas. Ils se débarquent, et moi je ne les connaissais pas non plus, ils débarquent à Landian, et puis ils disent, bon, alors moi, entre-temps, le directeur commercial de l'entreprise, qui était Alain Gaboury, avait essayé de me trouver un boulot dans une... je changeais totalement de direction. Il avait un ami en Corrèze qui était patron d'une salaison haut de gamme. Et il cherchait à s'implanter en Bretagne. Il fallait le faire, s'implanter en salaison en Bretagne. Hein. Bon, enfin bref, il vient me voir et puis il me dit, dis donc, on cherche un gars, tu correspondrais bien, hein, tu voudrais pas te lancer dans la représentation de cette entreprise. Et je suis parti, au mois de juillet 76, je suis parti faire toute la Bretagne, avec un panier sous le bras, avec des saucissons et des conserves et des jambons, pour aller voir toutes les charcuteries, les de haut de gamme, hein, les belles charcuteries en Bretagne. J'ai fait le tour de Bretagne avec mon panier, j'ai toujours le panier. Hein. Et pour aller faire déguster les produits de cette fameuse... Alors tout le monde me disait, la première charcuterie que j'ai faite, c'est à Rennes, en arrivant sur la route de Fougères, là, après le restaurant universitaire, là, au Carrefour de... Vous connaissez là, hein? Pas vraiment. Non, non, pas vraiment, parce que c'est vrai que vous êtes bourguignon. Alors, bon, et il y a une belle charcuterie, là, et je rentre, et puis le gars, il me dit, eh ben, je te souhaite bon courage, il commence à me dire. Il me dit, mais les produits sont bons, c'est bien, ici et ça, mais vous n'y arriverez jamais avec ça tout seul, il vous faut d'autres produits avec. Il faut que vous ayez des condiments ou des trucs qui se vendent dans les charcuteries de luxe, quoi, en plus. Et il m'avait trouvé une entreprise, lui, qui était de votre coin, de la Bourgogne, là, je sais pas si c'était pas à Morat, mais je sais plus quoi, pour vendre en même temps que les trucs. Et je serais parti, si donc, et puis j'ai fait tout le tour de la Bretagne comme ça, si après, la chambre de commerce vient m'envoie quelqu'un, donc, à Landéan, et je vois deux gars qui arrivent à Landéan. Je me rappelle, il faisait une chaleur à crever, c'est au mois de juillet, et c'est là qu'ils me parlent, qu'ils voulaient monter une boîte de ceintures et d'accessoires de mode sur Fougères, et qu'ils savaient qu'il y avait des gens qui étaient doués au niveau de la main-d'œuvre et tout, bon, et qu'ils cherchaient à s'implanter, mais ils n'existaient pas, hein, ils étaient que tous les deux. Hein. Ils étaient tous les deux à Paris, ils travaillaient pour le GAGMI. Le GAGMI,
C'était un consortium d'achat de grandes surfaces. Ça dépendait de Casino à l'époque. C'était rue d'Amsterdam à Paris. Et il dit, on voudrait bien lancer une entreprise. Et il dit, ah, bon, je dis, après tout, au moins je dis le cuir, moi je connais. Il dit, au moins je vais partir dans mon domaine. Mais ils n'avaient aucun représentant. Hein. Il y avait que deux. Hein. Les deux associés mais ils cherchaient donc à étoffer leur truc. Et il dit, bon, bah, si vous êtes d'accord, on se donne rendez-vous avec le troisième larron, qui allait devenir mon patron, Carrefour, au magasin Carrefour de Carquefou, à Nantes. Il dit, on vous donne le 3 septembre 1976. Et là, on va vous donner un véhicule et toute la marchandise et vous allez partir. Alors, mon travail, c'était de gérer les rayons de ceinture dans les grandes surfaces et c'est-à-dire ranger les produits, faire un inventaire de ce qui avait été vendu et tout, et de recharger les rayons. Mais avec des gens que je connaissais pas. Et 3 septembre 1976, j'ai donc recommencé, là, à Carquefou. Donc, ils avaient pris un nom, il s'appelait Promogès France, une estafette pourrie qui fumait de partout et tout. Je dis qui prenait feu, mais enfin peu importe. Et j'ai commencé comme ça à Carquefou. Et donc, ils avaient déjà des magasins qui faisaient au départ de Paris, eux, à l'époque. Ils m'avaient donné tous les magasins sur l'Ouest. Ils avaient 18 magasins. C'était que du négoce. Ils achetaient au sentier, et puis ils fabriquaient rien à l'époque. Ils achetaient au sentier, et puis on mettait ça en paquet de 12, et par pointure et tout, par taille, et puis on chargeait les magasins. Un an après, j'avais 48 magasins sur l'Ouest. Le secteur qu'ils m'avaient donné, c'était pas 18, il y en avait 48. Parce que le produit était bon, c'était bien, l'idée était bon, mais c'était comme dans du beurre, au contraire. Hein. On proposait aux grandes surfaces, aux acheteurs textiles, de venir gérer leurs rayons, un des rayons qui les emmerdait le plus possible, parce qu'il n'y avait rien de pire à l'époque, dans les grandes surfaces autour des cabines d'essayage, des ceintures. Personne ne les remettait sur les broches. Tout tombait et tout. Ils s'en occupaient pas, les vendeurs, ni les vendeurs. Alors donc, on faisait le boulot, et puis on rechargeait. Et on rechargeait avec des cadenciers, on avait des cadenciers, et on rechargeait. Et puis au bout d'un an, il a fallu prendre un autre représentant. Et quand j'ai quitté l'entreprise, j'avais 38 représentants sous mes ordres, et on avait 700-800 magasins sur toute la France, puis ça marche toujours. Ils ne font plus le même système. Depuis, c'est devenu ce qui s'appelle l'ORCA maintenant, puisqu'on était rentré en bourse. Et ils ne commercialisent plus de la même manière maintenant. Mais c'est comme ça le départ. Hein. Alors entre ces deux activités professionnelles quand même assez différentes. Ah attendez, j'ai pas fini. Oui. Pardon. Oui, non, mais là, bon, ça c'était la première année. Au bout d'un an, puisque ça allait très bien, parce que ma femme était toujours à Landéan et sans boulot, eh bien, ils ont décidé de lancer la fabrication, de fabriquer nous-mêmes les ceintures, et non plus de les acheter au sentier, mais de se les faire. Et on a commencé à ouvrir un atelier de relais de fougères, rue Maupilet, où on a commencé à fabriquer. Et puis maintenant, il y a eu jusqu'à 300 ouvriers hors cas qui fabriquent. Et ils achètent aussi maintenant. Bon, alors, là, on est dans un moment particulier par rapport à l'histoire de la chaussure, c'est que là, J.B. Martin, a priori, c'est fini aussi, c'est fini. Malheureusement. Comment vous voyez ça, vous qui avez passé quand même une bonne partie de votre vie dans l'industrie de la chaussure? Moi, je dis que regardez vous-même, hein,
combien vous voyez de filles qui se baladent avec des Louis XV, avec elles faisaient des chaussures qui avaient des talons jusqu'à 8-10 centimètres de haut. Et vraiment, à part Carambeu, que vous voyez des fois à la télé, qui a des grands pivots, vous voyez jamais plus de filles porter. Alors donc, Fougères est toujours resté marqué avec, parce que entre les deux guerres et tout, il y avait des chaussures d'hommes aussi à Fougères. Il y avait d'autres fabrications que celle-là. On est resté bloqué que là, que dans le Louis XV. Et comme la mode a complètement tombé au niveau, les Italiens qui fabriquaient des belles chaussures, faut le dire, qui avaient le goût, qui avaient la patte. D'ailleurs, on avait des modélistes qui venaient dans notre entreprise, qui étaient bien souvent d'origine italienne et tout. Hein. Et ils avaient le côté. Bon, maintenant, une femme... Alors, Martin est resté plus longtemps parce qu'il a gardé la clientèle, effectivement, de femmes qui voulaient des chaussures élégantes, bien habillées. Mais maintenant, tout le monde se promène avec des baskets ou avec les kickers. C'était le début, ça, c'était quand il y a eu les kickers. Plus personne ne portait de... Alors on avait essayé, nous, de le faire. Hein. Mais... Alors il y a un autre facteur qui a certainement aussi mis à mal l'industrie de la chaussure, c'est que la chaussure, c'est une industrie de main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, elle pèse sur le prix. Ah ben oui. Alors, vous avez suivi aussi cette pression un peu de la concurrence, de l'étranger, en fait, sur le prix de revient, quoi. Mais bien sûr. La main-d'œuvre était beaucoup, vous avez dit le mot, était beaucoup trop importante dans le prix de revenir du Louis XV. Un Louis XV, c'est du travail. Il y a du boulot entre le début de la chaussure et la fin, comme vient de terminer Martin. La paire de chaussures, c'est pas en 2 minutes. Hein. Ça demandait du travail. Ça passait dans je ne me rappelle plus combien de postes, mais il y en avait du travail. Alors que les trainings ou les chaussures de sport, tout est beaucoup moins de main-d'œuvre. C'était un produit qui demandait effectivement beaucoup trop de main-d'œuvre, quoi. Le phénomène de la délocalisation, vous ne l'avez pas vécu au sein de des établissements Réau? On avait, nous, ouvert un atelier dans les dernières années à Combourg. On a eu un petit peu une fabrication annexe à Combourg. Et puis on a eu une autre dans une petite bled là aussi. Mais pas beaucoup, hein, pas importante. Oui, vous n'avez pas vécu ce qui s'est passé chez JB Martin? Non. Des ateliers au Maroc? Non, jamais. Ouais. Non. Tout a toujours été fait là. C'est nous qui avons ouvert des ateliers, mais des petits ateliers qui ont fabriqué un petit peu. Quoi. Est-ce que vous avez suivi un peu Parce que, bon, comme vous l'avez expliqué, vous aviez peut-être un statut un peu privilégié de par votre histoire ouais. Au sein des établissements Réau et de la famille. Vous avez suivi un peu ce que sont devenus les frères Réau? Qu'est-ce qui est devenu de la famille? Oui, parce que comme je vous ai dit, moi, j'ai été marqué par la famille Réau étant môme, par le scoutisme et tout ça, mais j'ai toujours gardé contact pas avec Jean, parce que Jean est parti. Il est parti 1 an avant la fermeture, lui, hein, Jean Réau, l'un des 2 frères. Il est parti et il s'était parti faire du cabotage depuis Saint-Malo jusqu'aux Antilles. Il a acheté un grand bateau et tout. J'ai été le voir sur sa tombe aux Antilles. Moi. Et pour dire que j'étais marqué par eux, j'ai été aux Antilles peu de temps après, et j'ai été sur sa tombe. Il est enterré aux Saintes. Et j'ai été sur sa tombe. Tandis que Paul, qui était mon patron le plus direct avec moi, parce que c'est lui qui s'occupait de la fabrication, l'autre était plus commercial, il s'occupait de la fabrication, et quand ça s'est mal terminé, et qu'il a su ce que je faisais, il m'a dit,
il a été habité à Radon, lui, dans la baie du, du Golfe, dans le Golfe du Morbihan. Et il m'a dit, à chaque fois que tu passeras, tous les mois, tu viens me voir. Et je suis allé le voir. J'allais avec mon camion, avec les produits, j'allais le voir et je mangeais avec lui. Presque tous les mois, je mangeais avec lui. C'est lui qui m'invitait au resto. De cette famille Réau qui a été quand même très importante à Fougères, aujourd'hui, il ne reste plus personne à Fougères. Il reste... Non, ah non, il ne reste plus personne à Fougères. La dernière des filles, des sœurs de Paul et de Jean, c'était Lillet. Lillet, qui était un peu plus jeune, qui était ma cheftaine de Louveteau et que j'ai revu quand on a inauguré quand l'entreprise Réau est devenue les ateliers et le maire Jacques Faucheux, le maire précédent de Louis Février, l'avait invitée et elle est venue. Et on s'est revus là. C'est la dernière fois que j'ai vu quelqu'un d'entreprise Réau. Et vous qui êtes resté à Fougères, vous continuez au hasard de la vie quotidienne à croiser un tel ou un tel Ça a été très dur. Très dur quand je vous parlais des ateliers. Donc quand l'entreprise Réau est devenue les ateliers, où il y a toutes les associations. Et moi, j'étais vice-président de l'OSL. L'OSL, c'est l'Office des sports et de loisirs de la ville. Et quand ils ont décidé d'aller dans les ateliers, l'OSL a fallu qu'elle aille là-bas. J'ai dit, je n'irai pas. Et j'ai été 3 ou 4 ans avant de remettre les pieds dans l'entreprise là-bas. Je pouvais pas y retourner. Je voulais pas y retourner. Et il a fallu qu'on me pousse sur derrière pour que je retourne dans ce qu'avait été l'entreprise. Parce que tous ces bâtiments, j'avais fait des fêtes dedans, moi, des inaugurations avec des côtés joyeux. Et pour moi, ça a été la désolation de l'avoir terminé, quoi. Donc, à côté de chez Réau, il y avait la cristallerie. ouais. Est-ce que c'était des mondes qui communiquaient ou... Moi, je communiquais avec eux. Encore une fois, je communiquais avec eux parce que quand on faisait beaucoup de fêtes, on allait, et quand on faisait des vins d'honneur et tout, on allait pour acheter des verres et tout ça. J'allais à la cristallerie, et le directeur commercial avec qui je m'entendais très bien, me prêtait des verres pour le jour de la fête. Ah oui, mais ça a toujours été D'ailleurs, la cristallerie était à l'emplacement du dernier, parallèle au dernier H qui aurait dû terminer l'entreprise Réau, quoi. On se touchait, quoi. Et vous vous souvenez d'être rentré dans la cristallerie? Ah oui, oui. Alors, quelles images vous gardez de ça? J'ai un gros livre là de la cristallerie, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous donner un beau livre là de là. Et c'était pas un boulot facile non plus là. Hein. Moi j'avais contact avec le commercial, j'ai été visiter bien sûr la cristallerie, les fours et tout, mais c'était dur comme boulot. Hein. Voilà. Et donc là aussi, cette entreprise, à un moment, plus tardivement. Oui. Ça... C'était une vie de fougère aussi, là. Avec l'abbé Bridel. Quand vous parlez de l'abbé Bridel, c'était quelque chose. Hein. Pour eux, c'était... Ça a marqué Fougères, ça. Hein. Oui, avec cette idée ou cette notion de coopérative ouvrière. Ouais. Bon, qui a peut-être fait son temps à un moment. Ah ben oui. Mais c'était un peu la même idée, quoi. Hein. Sauf sur le côté... des salaires, c'était pas le même truc, mais c'est vrai qu'il y avait ce coin là qui était, je sais pas si c'était la région qui faisait ça, mais il y avait un peu un truc de coopérative dans le coin, quoi. Parce qu'en fin de compte, on était un peu dans une idée de coopérative aussi, nous, hein, Réau. Hein. Ah oui, vous le ressentez un peu comme ça, quoi. Ben, je sais pas si c'est non, parce que c'était plus moderne notre truc, mais c'était quand même l'effort en commun, quoi, hein, par rapport. C'était pas ouvrier patron, c'était on se bat pour je vous dis, je reviens sur l'anecdote des 5000 pères, mais
les 7000 paires dans la journée, c'était une fierté de tout le monde d'avoir produit 7000 paires. On s'en foutait du fric qui tombait dans la poche de la direction ou quelque chose. C'était la gloire de tout le monde. Non, on était fiers de notre entreprise. Peut-être pour finir, je voudrais revenir sur le quartier Saint-Sulpice, parce que là, il y a encore une autre entreprise qui nous intéresse, qui est la laiterie Nazar. Ouais. Alors vous, au moins la période de votre vie où vous avez fréquenté Saint-Sulpice, quel souvenir vous gardez de Nazar? Que ça puait. Ça sentait mauvais. Pour la bonne raison, c'est que ça s'appelait pas Nazar à l'époque, parce que moi j'ai connu avant Nazar, et après j'ai connu Nazar, mais quand j'étais gosse, c'était pas Nazar, c'était Fouché. Et il élevait des cochons. Alors c'était quand même en ville, hein. Et en ville et dans un coin renfermé, hein, quand vous voyez où est situé l'ex-laiterie, c'était quand même enfermé. Alors, l'été, c'était désagréable. Et puis il y avait la noria un peu des camions Nazar, vous avez gardé des images? Ah ben oui, les camions, quand ils passaient, comme je vous dis, j'habitais Place du Marchis, alors quand ils passaient dans la rue de Sévigny, la rue qui vient de la campagne, là, et qui monte le Place du Marchis pour rentrer à la laiterie, ils avaient du boulot, les mecs, hein, parce que c'était pas les gros camions, c'était pas évident, hein, des fois. Hein. Ça contribuait quand même, cette entreprise, elle contribuait à l'animation du quartier. Oui, au niveau animation. Mais bon, il y avait quelques personnes qui travaillaient dans l'entreprise. Ils n'étaient pas très nombreux, hein, chez Nazar. Euh, Aujourd'hui, donc, cette ville, Fougères, là, qui a vécu pendant un siècle de ces industries, mais notamment de l'industrie de la chaussure, comme Roman, comme bon voilà. Aujourd'hui, par exemple, pour nous qui venons de l'extérieur de la ville, presque on pourrait passer à côté de cette histoire-là. C'est-à-dire, bon, il y a le château, ça on le remarque, bon, il est là physiquement présent. Mais alors après, pour percevoir, sentir un peu cette histoire qui est portée par plein de gens de la ville, en fait, parce que toute une partie de la population a vécu de l'industrie de la chaussure, aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose. 15 000 personnes. Hein. Il ne reste pas grand-chose, mais ça a été une volonté aussi, ça a été une volonté de la mairie, enfin de la mairie, de la municipalité, de se couper de ce passé, parce que c'était plutôt une idée, on a toujours eu une idée négative de Fougères à l'extérieur. Parce que c'était une ville ouvrière, c'était une ville où les gens... Parce que on parlait de 68 et de 72, mais il y a eu des problèmes avant. Hein. Il y a eu d'autres grèves, donc on était plutôt cotés comme des gens qui étaient plutôt révolutionnaires qu'autre chose, quoi. Hein. On prend une part, la part de Vitré. Vitré, une ville où il y avait une grosse entreprise aussi de chaussures qui était Noël. Hein. Ils n'ont jamais eu le passé des entreprises de Fougères, quoi. Bon, c'était des chaussures d'hommes, un peu différents au niveau de la fabrication, mais il y avait un peu une ville tranquille, et puis une ville on disait les rouges, hein, on était plutôt classés, alors qu'on était plutôt catholique 100%, on était classés dans les rouges, nous. Mais c'est un peu cette réputation de Fougères la rouge, là, donc selon vous, ça vient d'où? Parce que qu'est-ce qui fait... Parce qu'on était le bas du monde ouvrier. Hein. Les salaires étaient médiocres et tout. Comme les entreprises de manœuvre, ça payait pas cher. Hein, donc, et puis tout le monde était dans le même truc. Tout le monde était dans la chaussure. Ouais, quand on parle de la progression de Réau au niveau production, au niveau des familles, c'était pareil. Quand je suis rentré en 56, il y en avait un qui rentrait, il faisait rentrer les frères, les sœurs, papa, maman, et tout le monde a été dans les mêmes entreprises, tout le monde était dans la chaussure, tout le monde travaillait dans la godasse et tout le monde parlait que chaussures. Il y a eu jusqu'à 15 000 personnes à travailler dans la chaussure sur Fougères, sur une ville
un peu plus importante que maintenant, parce qu'on a été un petit peu plus gros au niveau nombre d'habitants, parce que les communes des extérieures n'étaient pas aussi étoffées que maintenant. Donc Fougères a eu 2 ou 3 000 personnes de plus. Mais il y avait 15 000 personnes. Et puis le nombre de choses, d'entreprises. On a dépensé avant la guerre de 14, il y a eu plus de 100 entreprises de chaussures à Fougères. C'était pas bien sûr des entreprises de 1200 personnes, mais il y avait des ateliers partout, quoi. Donc on vivait que là-dedans, que dans la chaussure. Et alors, La première entreprise qui est venue, qui a coupé cette ronde de la chaussure, c'était Zapitex. Zapitex, ça a été une entreprise qui faisait des matelas. C'était matelas Simon, avant qu'il ne s'appelle Simon. Puis après la Sagem, quoi. Quand la Sagem est venue, ça a bougé, ça frame, quoi, maintenant. Ça a fait un peu mélanger les industries. Mais avant, il y avait que ça. Hein. Quand vous dites la cristallerie, c'était tout. La chaussure et la cristallerie. Et puis c'est ce qu'on dépendait, parce que la chaussure, il y avait les formiers. Il y avait ce qu'on met pour faire les chaussures. Il y avait des entreprises de forme. Il y avait les talons. Il y avait 5 entreprises de talons, de gens qui faisaient des talons, qui étaient importantes au niveau nombre d'ouvriers. Mais c'était toujours la chaussure. Pour finir, là, aujourd'hui, vous vivez de nouveau. Alors, c'est Saint-Sulpice ici encore? Ouais. Vous vous sentez chez vous ici? Mais oui, j'ai fait comme les saumons. Je suis revenu à la source. Je suis veuf même depuis 82. Hein. Donc, ça fait un bout de temps. Et donc, ma femme ne se plaisait pas beaucoup à l'Orléans. C'est la campagne, et puis elle était de Fougères aussi, elle. Et puis, donc, on s'était toujours dit qu'on serait revenu à Fougères. Et puis, tant que j'ai été en activité avec Orca, qui a été un challenge formidable pour moi, parce que j'ai vu un développement incroyable, comme je vous ai dit, hein, ça a été super. Et puis, je m'entendais très bien avec mes collègues, donc ça a été impeccable. Et je me dis, quand j'aurai plus d'activité, le jour où j'arrête, je reviens sur Fougères. Et bizarrement, cette maison, tout est lié, cette maison a été faite par l'entreprise Martineau, un des gens de la famille Réau, c'était un contremaître de chez Martineau, qui a fabriqué, qui a construit la maison. Et il est devenu, ma sœur étant veuve, elle aussi, il y a bien longtemps, et il est devenu un peu l'ami de ma sœur dans les dernières années de sa vie. Et puis il est décédé. Et puis moi je connaissais bien cette famille-là. Et puis les enfants surtout. Il dit, si tu veux revenir sur Fougères, on te remet la maison, on te vend la maison à nos parents, dans le bois de la rue de Rillet. Bon, j'ai dit c'est l'occasion, je retourne dans mon quartier, allez hop, et c'est comme ça que je suis revenu là, il y a 12 ans.